Bonjour. Il y a quelque temps, je vous présentais l'arrivée du nouveau VTX HD fabriqué par HD0, le VTX R ou TX5R.1. Donc un VTX dédié Race au format 27 par 45 avec des trous de montage en 20-20. Donc ça, c'était avant. Maintenant, je mets de côté. HD0 a fabriqué un nouveau VTX, le VTX R2, nouvelle version, toujours donc avec les mêmes petites fournitures, hein, la petite plaquette, les petits écrous, les T-wraps, le câble, les cylinder blocks, si on appelle ça comme ça. Et la nouvelle carte. On la voit déjà un peu en transparence. Voilà. Donc le but, c'était d'essayer de faire une carte à un format plus petit. Donc la carte, elle est plus large, bien entendu, mais elle est bien plus courte. Voilà donc les deux VTX R. VTX R1, le premier, carte un petit peu longue, qui a du mal à se loger dans des quads comme le Phaeton 3. Et le VTX R2, carte carrée, qui se loge partout en fait. On peut la loger partout sur des formats, alors sur des montages en 20-20. Cette carte se loge partout sur des montages en 20-20. Par contre, sur des montages 30-30, bah, c'est un peu compliqué de l'installer. Alors, il y a possibilité de faire des adaptateurs et de mettre la carte un petit peu comme ça à 45 degrés pour avoir un adaptateur qui dépasse pour pouvoir la fixer. Parce que sinon, en la mettant droite, ça va être compliqué de la fixer. Mais bon, toujours possible. Sur un montage en 30-30, il est certainement plus pratique de monter cette carte-là avec un adaptateur en TPU. D'ailleurs, vous pouvez trouver le modèle que j'ai réalisé sur Thingiverse. Donc, avec mon montage avec le TPU, ça se monte très bien sur des quads en 30-30. Donc, personnellement, je préférerais cette carte pour les montages 30-30 et celle-ci pour les montages en 20-20. Voici donc le switchback monté avec donc le VTX R2 d'installer. Comment ça se passe? On voit bien la place qu'on a ici à l'arrière. Hein. À l'arrière, à l'avant aussi. On a la même place hein, à l'avant, à l'arrière. C'est pareil, puisque la carte est carrée, hein, comme je vous le disais, c'est un format 34 par 34. Donc avec Karl, on a pas mal discuté, on cherchait à faire quelque chose de le plus petit possible. L'idéal, ce serait de faire une carte au format 20-20 et de pouvoir placer tous les composants dedans, mais c'est impossible. Vous avez vu tous les composants qu'il y a à placer sur la carte. Il est difficilement réalisable de pouvoir faire quelque chose de plus petit que ça. Donc voilà, il y avait plusieurs projets, plusieurs formats de cartes possibles. C'est celui-ci qui a été retenu parce que c'était un format carré, parce que c'était toujours sur des trous de montage en 20-20 et c'était le format en 34-34 qui était le plus contenu, quoi. Voilà, moi j'aurais bien aimé avoir une carte qui puisse faire 20-20 et 30-30, mais les trous prennent énormément de place sur la carte et ça fait faire des cartes bien plus grandes et où les deux trous, parce qu'il faut avoir le 20-20 et le 30-30, prendraient beaucoup trop de surface. Donc ça nous oblige à faire des cartes vraiment très grandes et c'est pas le but. Le but c'était d'avoir quelque chose de plus concis possible. Voilà. Et donc pour vous montrer à nouveau la comparaison entre l'ancienne et la nouvelle. Voilà, plutôt si je mets dans le même sens avec le côté antenne. Alors le côté antenne il est excentré, hein. Voilà.
et la différence de taille. Donc, on est toujours sur une carte au format 20-20 en trou de montage. La carte, elle fait 34 par 34. On a toujours ici le système pour sécuriser l'UFL. Mais en plus, ici, vous trouverez sur la partie MIPI, attendez que je la présente un peu mieux. Sur la partie MIPI, vous allez trouver ici deux trous, d'accord, pour pouvoir passer un serre-câble et sécuriser le connecteur MIPI. Voilà. On retrouve toujours le connecteur pour la mise à jour du firmware. Et en dessous, il y a toujours le petit connecteur pour brancher le keypad pour paramétrer le contrôleur. Chose que moi je n'utilise jamais, hein, puisqu'on le fait tout le temps avec l'OSD. Donc voici la partie du dessous, comment se présente la carte dessous. Il y a peu de composants, hein, c'est surtout des circuits d'alimentation. Ici on voit la partie RF avec un petit dissipateur. Donc si on retourne la carte, la partie RF, on la retrouve juste là. Voilà, la partie RF, qui après envoie le signal à l'antenne. On a toujours les deux composants essentiels de ce VTX, le 6300 et le 5680. Le petit Toshiba qui est là sert à contrôler la partie MIPI. Voilà, donc par rapport à l'ancienne version, vous verrez que le connecteur Power UART a disparu. On n'avait pas vraiment le choix. Si on voulait faire une carte plus petite, il fallait gagner de la place quelque part. Donc, il était préférable de retirer ce connecteur. Je sais que certains vont regretter que ce connecteur disparaisse, mais il y avait des choix à faire pour faire une carte la plus petite possible et il fallait gagner de la place. Et là, avec juste les pads à souder, ça a fait économiser de la place. Donc vous allez retrouver ici la partie grande et la partie voltage, donc le moins et le plus. De l'autre côté, vous allez trouver les deux UART. Ici, le premier UART, le TX et le RX. Et le deuxième UART, le TX et RX. Et le tout dernier, ici, la dernière pinoche, c'est le dernier pad plutôt. C'est la partie où on va brancher le Smart Audio. Alors le Smart Audio, pour rappel, c'est comme sur les VTX analogiques. Ça permet à partir de la radio de contrôler la puissance du VTX ou changer de canal pour passer du canal 1 au 2, etc. Donc on peut le faire soit avec des sticks sur la radio, en paramétrant des sticks dans la radio et ensuite après dans Betaflight, dans les tables VTX, pour dire par rapport à tel switch sur telle position, on passe sur telle fréquence ou on passe sur telle puissance. On peut le faire aussi depuis les menus Betaflight, en rentrant dans l'OSD, on peut rentrer dans la partie VTX et modifier la puissance directement depuis l'OSD. Ou avec un script Lua sur la radio, on peut aussi rentrer dans la FC et à travers la FC modifier la puissance du VTX, puissance ou fréquence. Hein. Voilà, on a plusieurs possibilités, tout ça grâce au Smart Audio. C'est pas une obligation, on peut ne pas le brancher hein, et l'utiliser en mode normal comme les autres VTX précédemment. Alors ça, c'est le Smart Audio, c'est quelque chose qui est apparu à partir de VTX R, la version 1, qu'on retrouve aussi sur la version 2 et très probablement sur les nouveaux VTX à venir. Donc voilà comment se présente ce VTX, donc dans un format assez contenu, hein, en 34 par 34. Voilà, grosso modo, comment se présente la carte et la partie inférieure. Maintenant, regardons comment on peut la mettre dans un drone. Alors pour ça, j'ai pris le drone, un racer typique. Donc là, il s'agit du 533 Switchback en version standard, sur laquelle j'ai monté une stack ici en 20-20 et
sur la partie haute, j'ai installé ici le nouveau VTX. Le voilà. Donc on voit très bien ici l'antenne qui arrive, j'ai sécurisé avec la petite plaquette. D'accord. Ici on a le câble MIPI et j'ai utilisé un serre-câble pour fixer le câble MIPI avec un petit câble qui va là à la caméra. Le VTX est alimenté par les petits câbles qui arrivent par dessous. Alors ici on a des pads, mais ces pads sont percés, donc on peut enficher le câble par le dessous ou par le dessus et souder directement. Donc là c'est ce que j'ai fait moi. J'ai ramené les câbles Alim ici que j'ai passé au travers et pareil pour les UART que j'ai connecté là. Alors le câble blanc, hein, cette partie-là n'est pas utilisée hein, parce que pour le Smart Audio on n'utilise que la moitié de l'UART. Mais bon, je l'ai câblé quand même au cas où, avec Carl, il nous sortent une nouvelle fonctionnalité en utilisant cette UART. Je serai déjà câblé. Donc voilà la place que ça prend. Vous verrez maintenant sur une version standard, on a de la place ici à l'arrière, hein, comme à l'avant. Vu de dessus, ben voilà ce que ça nous donne. Voilà, vu de derrière. Oh, j'essaie de trembler un peu moins.